La séance est levée. Merci de prendre place. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, mesdames, messieurs, la séance sera longue, puisque nous avons non seulement des communications, mais aussi une installation, une remise de médailles, et donc vous êtes partis pour une après-midi bien pleine. Je demande bien entendu à tous les intervenants de respecter rigoureusement le temps de parole pour que nous puissions terminer l'après-midi à une heure raisonnable. Je veillerai d'ailleurs à présentant des petits... Et alors celui-ci, c'était terrible. Une minute. Là, il faut vraiment aller au bout de son effort. La boucle est bouclée. J'avais annoncé en janvier dernier que les mobilités constitueraient le fil conducteur de notre année académique. Nous avons commencé par les pandémies et la mobilité extraordinaire des virus et autres ennemis de l'humanité. Nous avons étudié ces pandémies en Afrique subsaharienne et nous terminons aujourd'hui par les origines de l'homme et son expansion territoriale sur tous les continents depuis le foyer africain. Donc nous revenons d'une certaine façon à l'Afrique, mais en restant toujours dans ce thème des mobilités. La visite hier après-midi, pour ceux qui l'ont suivi, la visite de la galerie de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle, avec pour guide notre consoeur Brigitte Senu et Sylvain Charbonnier, le directeur adjoint de la galerie. Cette visite a constitué une introduction magistrale à la séance d'aujourd'hui. C'est toujours même plus concret de voir des ossements agencés en forme d'animal plutôt que d'écouter des discours sur la rotule ou le pied droit ou l'orteil gauche de l'animal. C'est pas ma spécialité, je peux donc m'en moquer un petit peu. Brigitte me pardonnera. Donc, nous avons avec cette visite hier déjà, pour une quarantaine d'entre nous, commencé la réflexion sur ce passé lointain. Je remercie infiniment Brigitte Senu d'avoir organisé ce parcours paléontologique avec pour amener la rencontre de Lucie, enfin une reproduction, évidemment. Alors, avec cette question passionnante, arboricole ou marcheuse, sans doute les deux. Enfin bref, on ira peut-être un peu plus avant dans la compréhension de cette question passionnante aujourd'hui. Cette séance est aussi un hommage que nous rendons à Yves Coppens, qui a été membre de l'Académie, décédé en juin 2022, et Brigitte Senu a été une de ses élèves et disciples, ce qui explique l'organisation de cette séance. Alors, terminer le cycle des mobilités en nous plongeant dans un passé qui se mesure à l'aune des millions d'années, alors même que nous nous tournons vers l'avenir, comme nous l'avons proclamé lors de la séance du centenaire à la Sorbonne il y a quelques mois, ça n'a rien de paradoxal. Ce choix a du sens. Non seulement il illustre la richesse de la diversité disciplinaire de l'Académie, mais il rappelle que les projections vers le futur sont d'autant plus légitimes qu'elles s'ancrent dans le passé
fut-il réduit aux os de nos très lointains ancêtres. À vous, chère Brigitte, mais pas tout de suite, de nous présenter la séance et vous inviter, mais nous avons préalablement à cette entrée directe dans la séance, à écouter le secrétaire perpétuel qui va lire le procès-verbal de la séance précédente. Merci, Monsieur le Président. Compte rendu de la séance du 24 novembre 2023. Séance ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Pourquier. Étaient présents en présentiel Monsieur Cardin de Saint-Paul, Mesdames Amatrose, Dandurin, Messieurs Barjot, Barbe, Belcaïd, Madame Benguigui, Messieurs Benoît de Vernon-Besson, Dubois de Gaudusson, de Boissieu, Boulevert, Bousquet, Boyon, Madame Briand-Ponsard, Messieurs Carrasco, Chéniaud, Chaléard, Comer, Coulon, Delmas, Desclèves, Madame de Souche, Monsieur Dominici, Madame de Fourques, Messieurs Dipeigne, Fada, Fort, Frémaux, Gaudin, Godefrin, Madame Gotzinger, Messieurs Hafiz, Hervouette, Jean-Jean Joly, Joanneau, Madame Kerouédan, Messieurs de la Guerrière, de la Sablière, Lamballe, Lang, Lavorel, Legendre, Leven, Mallet, Marchal, Maury, Mostafa Kamel, Madame Moulin, Messieurs Oliver, Pourquier, Richemont, Madame Rivalin, Messieurs Roland, Bicard, Ronde, Madame Roubaix, Monsieur Roussin, Madame Senu, Messieurs Sevestre, Simon, Sylvia, Turenne, Vala, Walter, Vidon, Madame de Vienne était excusée, Madame de Dion, Messieurs Giros, Marek, Martial, Madame Peng, Messieurs de Romanet et Saliou. En matinée, introduction par Roland Pourquier, communication sur l'Académie s'appuyer sur l'héritage pour bâtir l'avenir par Dominique Barjot, une bibliothèque de référence, bilan et chantier par Olivier Bernon et Pierre Belfils, les travaux de l'Académie, hommes et dessins, Grande Guerre, Fontes, Historiae Africanae, dictionnaire des parlers francophones, entretien de grammaire, etc., par Jeanne-Marie Amatrose et Bruno Delmas. Enseignement du centenaire pour penser le monde de demain par Roland Pourquier. Après-midi, l'outre-mer en question, retour sur une table ronde au rendez-vous d'histoire de Blois 2022 par François Barre et Jean Bois de Gaudusson. Puis parole aux sections, Bruno Delmas, Michel Roussin, Christine Dessous, Jean-François Turenne, Marc Cardin de Saint-Paul. Sciences mode d'emploi par Michel Boyon. Puis discussion générale, quelles attentes des membres de l'Académie, comment mobiliser nos forces, dans quelle perspective, sur quelle thématique. Enfin, hommage à Pierre Génie, 14 ans de mandat au service de l'Académie, ce que nous devons à Pierre Génie par Roland Pourquier. Quelques témoignages de son engagement et conclusions par Dominique Barjot. La séance a été levée à 17h30. Il me reste à vous faire part du décès de Serge Volper, 1950-2023, membre correspondant de la 4e section de notre Académie depuis le 29 mars 2015. Serge Volper nous a quittés le 20 novembre dernier au Maxima Medisch Centrum de Verdoven, aux Pays-Bas. Il est décédé jeune encore, puisque né à Paris le 2 août 1950, dans le 10e arrondissement. Diplômé de l'Institut supérieur technique d'outre-mer, ISTOM, en 1973. Il est entré ensuite en 1974 à l'Office du Niger au Mali en tant que volontaire du service national outre-mer. A fait un passage de quelques mois à l'Institut de recherche agronomique tropicale, IRAT, à la station de Mopti, et ceci a décidé de sa vocation d'agronome. Revenu en France, il fut recruté par l'IRAT en février 1976 et affecté immédiatement au Togo en tant que responsable du programme d'expérimentation et de multiplication des semences dans le cadre d'un programme FAO appliqué à la région de la Kara, au nord du pays. Cette expérience oriente sa carrière de façon décisive. Il œuvre en effet en tant qu'ingénieur d'abord en Guyane, puis à Madagascar, dans le cadre du développement de la vallée de Morondava,
projet financé par la Banque mondiale avant de revenir en France, où il travailla à des programmes de développement en Libye et au Tchad. En 1984, l'Irak est devenu le département culture annuel du Centre de coopération internationale en recherche agronomique, le CIRAD. On suivit ensuite près de 30 ans de terrain au Rwanda, au Cameroun, à nouveau en France, avec la mise au point du logiciel BIPOD de pilotage de l'irrigation, au Sénégal, puis à nouveau en Guyane, en Guinée, en République centrafricaine et au Vietnam. Il est devenu ainsi un bon phytotechnicien des rizicultures et de la canne à sucre. En 2003, pour raison familiale, il a pris les fonctions de responsable du fonds patrimonial de l'Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer. Cet institut, je le rappelle, est né en 1921 de la fusion du jardin colonial et de l'École nationale d'agriculture coloniale. En 1960, le don a été confié à l'Irak. Il s'est avéré d'une richesse exceptionnelle, bien mise en valeur par Serge Voltaire, qui désormais y a consacré toute sa carrière. Serge Voltaire nous a légué un ouvrage d'une érudition exemplaire, du cacao à la vanille, une histoire des plantes coloniales, Versailles 2011. Il laissera chez nous l'image d'un savant affable et toujours prêt à aider au mieux les chercheurs intéressés au fond dont il avait la charge et qu'il connaissait mieux que personne. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de faire une minute de silence en hommage à Serge Voltaire. Merci. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Brigitte Sulus, vous voulez bien présenter la séance. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, chères consoeurs et chers amis. Quand notre président m'a demandé d'organiser cette séance, j'ai été un petit peu perturbée parce que le travail d'Yves Coppens est tellement riche. Je me suis dit, mais en quelques communications, comment on va pouvoir traiter tout cela? Et je me suis dit, puisque j'ai un thème à poser, la mobilité, parlons des dispersions humaines. Alors je vais vous emmener loin, je vais vous emmener au contour des 20 derniers millions d'années. Je vais vous emmener tout d'abord en Afrique, avec nos tous anciens ancêtres africains. Je passerai ensuite la parole à Thomas Njiko, qui vous présentera les mobilités, les dispersions en Asie. Et puis, Coppens s'était fort intéressé par la génétique, la génomique, et c'est ma collègue de l'Institut Jacques Monod, excusez-moi, de l'INSERM, qui viendra vous parler du peuplement sapiens en Europe. Et puis, nous terminerons avec Agueda et Denis Vialou, qui nous parleront du peuplement de l'Amérique. Alors, on aura une vue un peu synthétique de toutes les dispersions humaines, et nous n'oublions rien du passé, puisque c'est sur le passé qu'on bâtit l'avenir. Alors, pour ne pas perdre de temps, je présenterai un peu plus précisément chaque orateur ensuite, mais je vais vous faire un petit hommage au professeur Coppens pour rappeler qui Yves Coppens était scientifiquement. Alors j'ai choisi d'intituler cette présentation « Le singe d'Afrique et Yves Coppens ». C'est un clin d'œil à son livre qui reste une Bible pour les jeunes paléontologues aujourd'hui, qui s'appelait « Le singe, l'Afrique et l'homme » et qui a été à l'origine de beaucoup de vocations en paléontologie. Diapo suivante, si je peux avancer peut-être, non? Oui, ça marche. Yves Coppens était avant tout un homme de terrain. Il a commencé à travailler au Tchad, il était alors coopérant, et il a eu l'occasion de continuer des recherches localement au Tchad. Et puis, il a rejoint le Muséum d'histoire naturelle, où il est devenu l'élève de Camille Arambourg, qui était professeur chez nous.
Et quand il est arrivé au muséum, il a rencontré un autre professeur qui lui proposait de travailler. Il lui a dit qu'est-ce que vous voulez faire, des éléphants ou des rongeurs. Et Coppens a dit moi je préfère le gros. Et c'est comme ça qu'il a embrayé sa carrière sur les proboscidiens, au sens large des éléphants d'Afrique notamment. Et là vous le voyez avec Camille Arambourg à l'homo. Ce serait mieux si je le mettais au bon sens. C'est une diapo qui m'a été fournie par Raymond Bonnefille, qui a fait partie de ces expéditions très anciennes. Voilà Yves Coppens ici en train de dégager quelques fossiles. Et bien sûr, après la mission internationale de l'homo, il y a eu celle de la phare, où il a rejoint Maurice Tayeb et Donald Johansson dans l'International Phare Research Expedition. Et voici ici Maurice qui nous a quittés il y a 2 ans, et Don qui est toujours de ce monde. Je vais pouvoir avancer. Ah non, ça recule. C'est drôle ça. Ça recule quand on a avancé. C'est pas grave. Le voici au Tchad, donc ses premières missions au Tchad, où sa femme a découvert un morceau de crâne qu'il a appelé le Tchadanthrope uxoris, en le dédiant à sa femme, l'homme du Tchad de ma femme. Voilà, de la femme. Donc c'était un joli clin d'œil à son épouse. Et bien sûr, au Tchad, il a beaucoup travaillé sur les éléphants. C'est une des premières monographies qu'il a réalisées dans les années 60. Diapo suivante. Non, c'est moi, pardon, excusez-moi. C'était un géologue, un paléontologue aguerri et un stratigraphe. Grâce au faune, il a pu constituer la première biostratigraphie de l'homo. Il a reconnu un certain nombre de dépôts qui étaient séparés par des cendres volcaniques qu'il a numérotés. Ces cendres ont été datées et tous les dépôts sédimentaires ont pu être justement calés dans le temps. Et on a pu suivre pas à pas l'évolution à la fois des faunes, mais aussi des flores, au cours des 3 derniers millions d'années. Excusez-moi. Mais il a été plus loin, il a reconnu des espèces différentes d'hominidés, avec des australopithèques de type africanus, de type robustus. Il s'est aperçu qu'à certains passages, comme au moment de Roger, il y avait un changement fondamental d'environnement, et que l'environnement a été important pour l'évolution des faunes, mais aussi de l'homme. Et il a pu caler les plus anciens outils également. Et c'est grâce à lui qu'on connaît les plus anciens outils de l'homo qu'il a travaillé avec Jean Chavaillon, qui était un préhistorien extrêmement chaleureux et compétent. Et donc il s'est intéressé à l'homme, à son environnement, à sa culture, à sa phylogénie. C'était un homme complet. Ses plus gros travaux, les premiers en tout cas, étaient dans la basse vallée de l'Homo avec Camille Arambourg, et on leur doit la découverte du premier Paraustralopithecus etiopicus. C'était le premier hominidé récolté dans l'Homo, et ça a été à l'époque, en 1967, une sorte de bombe mondiale. On en a beaucoup parlé, et à partir de là, on voyait qu'il y avait des choses en dehors de la Tanzanie, puisqu'on avait quelques pièces en Tanzanie à l'époque, mais rien dans ces niveaux éthiopiens. Donc ça a été le début d'une grande carrière éthiopienne. Ensuite, avec la fameuse expédition de la phare, c'est bien sûr Lucie, une de ses protégées, j'allais dire, et on a eu un tas de... Ça a été mondialement important, et notamment en Afrique, et voire même en philatélie, Lucie a été beaucoup représentée, y compris Yves Coppens. Donc c'était un homme important, avec des découvertes importantes qui ont beaucoup fait avancer la science. Alors Lucie, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle est restée une mascotte dans la paléontologie humaine aujourd'hui, et Lucie restera une pierre de Rosette dans la compréhension de nos origines. Je vous le disais, il s'est intéressé à la phylogénie de l'homme, et voici ses premières phylogénies, où Lucie, au bout de quelques années, n'était plus une grand-mère, mais une grand-tante, une idée à laquelle j'adhère complètement, et à laquelle j'adhère encore aujourd'hui, à risque d'être très hérétique pour certains, mais l'hérésie fait avancer la science aussi. Et il a donc parlé de ces dichotomies anciennes entre les australopithèques et l'homme, et il s'est intéressé à l'outillage, comme je le disais tout à l'heure.
C'était voilà une phylogénie qui a été un peu modifiée, puisque là, on va mettre des origines à 8 millions d'années. Au départ, elles étaient à 4, avec la découverte de Lucie, on les a descendues. Et Coppens, en 1980, les mettait à 7, et en 1986, les a descendues à 10 millions d'années. C'est une date qui paraît tout à fait valide aujourd'hui. Mais il est revenu à ses premières amours, les éléphants, et dans les années 2000, il a rejoint l'expédition de M. Bouygues en Sibérie, où il a retravaillé sur les mammouths. Ceux qui étaient dans la galerie hier ont pu voir certains de ces mammouths, et on a beaucoup discuté justement. Donc c'était un homme vraiment très vaste dans ses idées paléontologiques, dans ses thématiques de travail. Et c'était un homme, j'ai intitulé cette diapo un enseignant pour les jeunes de 7 à 77 ans. Et c'est vrai, il s'intéressait à tous les publics, que ce soit des petits de 7-8 ans, aux étudiants, jusqu'à des adultes. Et ça, c'était, j'allais dire, c'est une marque de muséum d'histoire naturelle à Paris, parce que notre travail en tant que personnel muséum, c'est non seulement de transmettre aux étudiants, mais transmettre à tous les publics. Moi, j'ai même fait des interventions maternelles, en maths sup, certes, mais en maternelle. Et quand on connaît ce dont on parle, il n'y a aucun problème d'en parler à tous les publics. Et il avait vraiment un don pour cela. Et voici une photo qu'on a prise, quelques semaines avant son décès. Il recevait une classe de... je crois que c'était de 6e qui était venu au musée de l'Homme, et il les recevait donc dans des amphis. Et beaucoup de communication écrite par des films, par des livres. Un homme de communication. Et c'est pareil, quelques semaines avant son décès, puisque il était au théâtre de la Huchette, où il présentait ses sortes de mémoires, l'armée vers l'os, comme il l'avait appelé lui-même. Et je n'ai malheureusement pas pu y assister parce que j'étais sur le terrain en Afrique, et je ne l'ai pas revu. Je l'avais vu en novembre précédent et je ne l'ai pas revu. Et voilà, c'était ses dernières communications au grand public. Enfin, pour terminer, c'était un homme qui était très intéressé par le patrimoine. Il a beaucoup travaillé avec l'UNESCO. Et il cherchait, au moment où il est décédé, à faire classer les monuments de Karnak. Il s'est occupé de la grotte de Lascaux. Et il a été une des personnes qui a été impliquée dans la charte de l'environnement du gouvernement. Donc il a eu une vie extrêmement riche dans beaucoup de domaines. Je voudrais vous montrer ces quelques photos parce que nous avions l'occasion de faire une mission ensemble en Afrique du Sud. Voici dans les collections de Robert Broom, la Broom, qui était une chambre forte. Et le voici ici, j'aime bien cette photo avec le professeur Philippe Tobéas, qui lui nous a quittés en 2012. Et ils avaient tous les deux un sens de l'humour à toute épreuve. Et on a eu des crises de rire dans le bureau de Philippe qui ont été absolument fantastiques. Et le voici, sans du mot, il a jusqu'au bout. Là, il avait fait son morphing en néandertalien. Au lycée dans le sud-ouest, en Charente, il y a un musée qui s'occupe donc de l'évolution des néandertaliens. Et j'y suis allée. Moi aussi, j'ai mon morphing, mais je n'ose pas le montrer, c'est trop moche. Coppens, c'est plus présentable. Et le voici ici dans la galerie paléontologique que certains ont pu reconnaître d'hier. Enfin, ma dernier hommage, ce sera cette diapo. Et j'ai repris au Frédéric Tilinga Passéré, qui est un membre associé de la Somme, de notre académie, cette phrase qui provient de son livre La poésie des animaux d'Afrique et la sagesse des hommes, et qui dit si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. Eh bien, les recherches d'Yves Coppens sur les origines de l'homme en Afrique nous ont profondément enracinés dans le temps. Et ils nous ont enracinés comme citoyens du monde. Il avait le respect, le savoir, la transmission, des valeurs qui sont liées à notre académie. Et je lui dois surtout cette phrase que je trouve fantastique. Faites de la science, n'ayez jamais peur, la science est merveilleuse et porteuse de bonheur. Il avait tellement raison. Et moi qui l'ai côtoyé pendant 47 ans, je peux vous dire qu'il s'est fait plaisir, il était heureux de faire de la science. Enfin, moi, je voudrais lui dire merci pour nous avoir fait rêver. Voilà. Merci. Merci pour cet hommage chaleureux. Ça ne pouvait pas être autrement.
Et sans transition, vous garderez la parole pour votre communication sur les premières dispersions africaines. Voilà. Eh bien alors, merci Monsieur le Président. Je vais embrayer. Donc, les dispersions africaines, diapo suivante. Alors, quand on parle de dispersion africaine, évidemment, je vais parler des très anciennes qui vont remonter loin. Et pour remonter loin, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'homme est un primate et un primate hominoïde. Ça veut dire que dans la superfamille des hominoïdes, nous nous retrouvons aux côtés du chimpanzé, du gorille, mais également de l'orang-outan et du gibbon. Donc nous sommes des primates à tout point de vue. Non, c'est moi. Excusez-moi, j'ai trop l'habitude. Non, attendez, je ne pas. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Les grands singes aujourd'hui ont une répartition dans la zone tropicale, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et c'est dans une zone tropicale entre plus 10 et moins 10 degrés de latitude environ. Et l'homme est resté trop tropical, j'allais dire. On voit que vous êtes des êtres tropicaux parce que vous portez des vêtements. Et vous tropicalisez votre environnement. Et cela vient de vos ancêtres lointains d'il y a une vingtaine de millions d'années. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique notamment, mais pas seulement, dans tout l'ancien monde, Asie, Afrique, les plus anciens hominoïdes sont trouvés. Alors, c'est pas ça, je me suis trompée, mais ça va venir. C'est de la cognition. Au Miocène inférieur, donc dans une période entre 25 et 17 millions d'années, les hominoïdes ne sont connus qu'en Afrique, pratiquement, pas exclusivement, mais en grande partie en Ouganda et au Kenya. On connaît un fossile en Égypte et une dent en Afrique du Sud. Et ça va durer pendant plusieurs millions d'années. Au Miocène moyen, on va se trouver dans des périodes de 17... ça c'est pas moi. Je n'ai rien fait. Entre 17 et 8 millions d'années environ, eh bien, on s'aperçoit que ces hominoïdes, on les trouve non seulement en Afrique, mais on va les retrouver en Asie et en Europe. En Arabie Saoudite, c'est normal, puisque l'Arabie Saoudite, à l'époque, faisait partie de l'Empire africain. Que se passe-t-il? Eh bien là, il y a passage vers l'Eurasie, parce que l'Afrique remonte vers l'Eurasie, elle va télescoper l'Eurasie, et les passages vont être faciles d'Afrique vers l'Eurasie. Et un peu plus tard, au Miocène supérieur, entre 8 millions d'années et à partir de 8 millions d'années, eh bien, on s'aperçoit que tous ces hominoïdes bien répandus en Afrique, en Eurasie, vont petit à petit en disparaître et on va les retrouver en Afrique. Alors, ils ne disparaissent pas complètement d'Eurasie parce qu'aujourd'hui, on retrouve les orang-outans en Asie du Sud-Est qui sont restés dans un milieu tropical. Alors, comment ça peut s'expliquer en dehors de la paléogéographie? Eh bien, par les climats. Au Miocène inférieur, toute l'Asie est tropicale. Donc, les hominoïdes sont heureux, ils ont un environnement où ils peuvent manger, ils peuvent se déplacer sans problème. Quand la calotte antarctique va prendre beaucoup d'espace, d'ampleur, eh bien, on s'aperçoit que les ceintures climatiques vont être déplacées vers le nord. Et petit à petit, des zones plus tropicales vont apparaître en Europe, puis en Asie. Donc les hominoïdes qui étaient africains, ils vont chercher la nourriture en suivant la nourriture qui a migré avec le climat. Donc ils vont remonter vers l'Eurasie. Et on a des spécimens bien connus en France, en Espagne, en Allemagne, et ça va aller jusqu'en Chine. Vous voyez, donc tout le continent eurasiatique est peuplé d'hominoïdes à l'époque. Il fait chaud, c'est du climat équatorial, tropical. Et puis, au Miocène supérieur, entre 8 et à partir de millions d'années, mais vers 10 millions d'années, la calotte arctique commence à prendre de l'ampleur et elle va contrebalancer les effets de la calotte arctique. Et les ceintures climatiques vont redescendre dans la position qu'elles occupent aujourd'hui. Et finalement, les hominoïdes vont disparaître d'Eurasie. Comme je vous le disais tout à l'heure, le seul endroit où on va les retrouver, c'est en Asie du Sud-Est, puisque l'Asie du Sud-Est est restée tropicale. Donc notre histoire, c'est une histoire à la fois de transformation des continents, mais également de mouvement des ceintures climatiques autour du monde. Alors, les dispersions à l'époque. Alors, il y a eu plusieurs pour comprendre nos ancêtres lointains. Et là, on est encore dans des hominoïdes qui ne sont pas encore caractérisés entre hommes et en grands singes.
Un collègue canadien, David Begun, en 2003, il met cette hypothèse qu'on a plein de pièces en Europe et qu'en fait, ils se seraient transformés en Europe, en grands singes et en hommes, et ils auraient remigré vers l'Afrique après. Il modifie son hypothèse en 2012 en incluant les sites africains. Et là, moi j'ai eu le choc de ma vie, parce que dans ces sites-là, il en a oublié toute une série. Donc j'ai republié en 2013, à partir de son schéma modifié, l'état de l'Afrique, et l'Afrique n'était pas non peuplée. En fait, elle était pleine de hominoïdes à l'époque. Donc son hypothèse, elle marche à deux capis près, parce qu'effectivement, on dit qu'il n'y a rien en Afrique, que tout se passe en Europe, donc c'est l'Europe ancêtre. Mais comme on a des choses en Afrique et qu'ils ont continué d'évoluer, eh bien, on se pose un point d'interrogation. Donc ça, c'est encore très discuté aujourd'hui dans les milieux scientifiques. Alors plus récemment, j'ai proposé cette hypothèse que j'ai un tout petit peu revue. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière version que je vous montre là. La dernière version, elle date d'il y a quelques mois. Mais en gros, c'est celle-là. Mon idée à moi, c'est pas qu'on est né en Europe ou en Asie, on s'en fiche, ou en Afrique. Ce qui est important, c'est de suivre la ceinture tropicale. Et en fait, les grands singes africains, comme l'homme, ont pu naître dans toute cette zone ici, entre l'Europe et peut-être un peu l'Asie, jusqu'au sommet de la Namibie. Donc ce n'est plus une région géographique dite administrative, c'est une région tropicale. Donc il y a encore beaucoup à faire en Afrique, et comme vous voyez qu'il y a très peu du continent africain qui est prospecté, ou en tout cas qui porte les gisements d'âge qui nous intéressent, on a forcément tous un peu faux, pour ne pas dire beaucoup faux, et tous un peu raison aussi. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, et c'est ce que je dis à mes étudiants, ils ont un grand avenir devant eux quand on regarde ces cartes. Alors, qu'en est-il de l'essai historique qui avait été proposé par Coppens en 1980, publié en 1980 ? Alors, l'hypothèse de Coppens, c'était que le Rift avait un... je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. Le Rift avait joué un rôle fondamental. Il dit qu'à une époque très ancienne, donc après vers 20 millions d'années environ, jusqu'à à peu près 15 millions d'années, toute l'Afrique centrale était recouverte d'une forêt dense. Et que quand dans cette forêt dense, il y avait des hominoïdes un peu généralistes, et quand le rift s'est formé, cette cassure a divisé l'Afrique en deux, les parties à l'ouest du rift restant très végétées, où avaient émergé les grands singes africains, et à l'est assèchement, où seraient nés les hommes. Cette hypothèse, il l'a rejetée. D'ailleurs, on s'était un peu frité à ce niveau-là. Excusez-moi, c'est pas très académique ce que je dis, mais c'est vrai. Et je lui avais dit, mais enfin, votre hypothèse, elle tient quand même sur plusieurs aspects. Et il m'a dit à l'époque, oui, mais je voulais avoir la paix. Donc il a transformé son hypothèse. Alors voilà ce qu'il en est exactement. Il nous dit, donc au début, il n'y a rien, puis le rift se forme, et à l'ouest, il y a des grands singes, et à l'est, des hommes. Et puis, nous, on a travaillé, on a testé l'hypothèse. Et cette hypothèse, il l'a émise avant, il a dit que c'était vers 7 millions d'années, puis comme je le disais tout à l'heure, il est revenu sur sa date, il l'a mise vers 10 millions d'années. Alors, je lui ai demandé de tester l'hypothèse. Et c'est comme ça que je suis partie pendant 27 mois, sur 10 ans, en Ouganda, la frontière du Zaïre à l'époque, aujourd'hui la RDC. Et on a travaillé à la fois dans la Sémiki du côté ougandais et dans la région de Nkondo, pas loin de Kaiso, là où il y a du pétrole aujourd'hui. Et voilà, à l'époque, on n'avait pas de piste, on a tout fait par portage, on était jeunes et dynamiques, ça marchait très bien. Voilà. Aujourd'hui, on est moins jeunes, moins dynamiques, ça marche toujours un peu. Et le premier test qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des niveaux de Miocène moyen, donc environ 12-13 millions d'années, où on a trouvé des cristaux de gypse de près de 40 cm de long. Ça, vous ne trouvez pas ça en forêt équatoriale. C'est des choses qu'on trouve dans le Chott el-Djerid, qu'on trouve au sud de l'Algérie, au sud de la Tunisie. C'est un désert. Et en regardant la littérature, on s'est aperçu qu'en RDC, un collègue belge, un géologue belge qui avait travaillé à l'OMO, Jean de Hinzelin, avait décrit sous la forêt équatoriale 200 mètres de sable éolien. Ça veut dire que la forêt équatoriale reposait sur un désert, en fait.
Et donc, ça devenait très cohérent qu'à l'époque, c'était un désert. Et on a, avec Martin Pickford, mon collègue, on a répertorié tous les déserts fossiles que l'on connaissait. Et on s'est aperçu que partout où il y avait des déserts dans le passé, aujourd'hui, c'est végété. Le bassin du Congo, qui est l'un des plus humides aujourd'hui au monde, était un désert, quasiment. Et que le Kalahari, qui aujourd'hui est un désert, était beaucoup plus végété. Donc tout cela, on l'a reporté sur des diagrammes en fonction des continents, pas du continent, des régions d'Afrique, pardon, et surtout des endroits où on avait des faunes et des flores pour nous permettre de remplir, d'évoquer les environnements. Et on s'aperçoit que tout ça a beaucoup bougé au cours du temps. Donc, son missile historique, ça ne marchait pas pour le Miocène. Mais une chose intéressante, et que nous avons mise en évidence en Namibie, toujours en Afrique, c'est que vous savez peut-être qu'on a fait des études de température des océans qui a permis de développer cette courbe qu'on connaît, qui est valide aux États-Unis, qui est valide au Japon, qui est valide dans beaucoup de pays du monde. Et on s'aperçoit qu'en Namibie, on avait un milieu humide et que vers le Miocène moyen, là, vers 13, 14, 12 millions d'années, il va y avoir un assèchement et on se trouve dans un système désertique. Et bien cette courbe montre que mondialement, il y a eu un phénomène climatique qui a affecté tous les continents. Alors, si on revient à l'hypothèse de Coppens, qu'en est-il du rift ? Parce que le rift, il a subi ce changement global, mais il y a aussi un changement local. Et les flores qu'on a récoltées, notamment les flores qu'on a récoltées à Nkondo ici, qui se trouvent aujourd'hui dans une zone relativement sèche, végétée sèche, eh bien les faunes que l'on trouve dans des niveaux de 6 à 8 millions d'années, on les retrouve au Kasaï, en RDC aujourd'hui. Ça veut dire que l'Ouganda occidental était extrêmement humide, c'était une forêt quasi équatoriale il y a 6 à 8 millions d'années. Alors on est allé plus loin, on a comparé ça avec le rift oriental et on s'est aperçu qu'à la même latitude, dans le rift oriental, eh bien, on avait toujours des faunes et des flores de pays plus humides qu'aujourd'hui, mais beaucoup plus secs que l'Ouest. Donc le rift a bien joué localement comme un régulateur à l'Ouest plus humide, à l'Est moins humide. Donc Coppens n'avait pas tout à fait tort. En plus, il a parlé de cette divergence à environ 10 millions d'années. C'est exactement ce qu'on retient aujourd'hui chez les paléontologues comme date de divergence. 9-10 millions d'années. Certains généticiens ont travaillé sur les grands singes et arrivent à des dates de 9 millions d'années. Donc on est assez cohérent dans nos dates aujourd'hui. Et dans des niveaux supérieurs, nous à 2,3 millions, on a vu apparaître des palmiers de savane, le Borassus, et voici l'actuel, et voici le fossile. Donc, quand Coppens disait qu'à 2,5 millions, il y a un grand changement en Afrique, il a tout à fait raison, et on l'a mis en évidence en Ouganda. Donc, globalement, il avait raison sur les dates, il avait raison sur la variation écologique. Là où il avait tort, c'est sur l'origine de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement difficile en paléontologie de trouver le point d'origine d'une espèce. Parce que cette espèce du passé a une variation dans le temps et dans l'espace. Donc c'est la partie la plus faible de l'hypothèse. Mais le reste marchait très bien. Et c'est encore validé aujourd'hui. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage là-dessus parce qu'on a dit tellement de choses et on a peu travaillé sur ces problèmes-là. Alors parlons maintenant des vrais hominidés. Alors, il y a bien sûr un challenge, un défi. On connaît 3 prétendants dans les plus anciens hominidés, le Sahelanthrope au Tchad, Ororhine au Kenya et Ardipithecus en Éthiopie. Le plus ancien probable, c'est Sahelanthrope, sauf que son statut d'hominidé a été pas mal discuté et encore discuté aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats autour de ce matériel, donc il faut attendre un peu. Ororhine, c'est pas parce que c'est lui ce qu'on a trouvé nous dans notre équipe, mais il a été étudié par des gens complètement indépendants. On l'a mis à disposition très vite à des gens des collègues qui ne travaillaient pas avec nous, pour avoir des vues indépendantes. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un vrai hominidé, bipède, il y a 6 millions d'années. Est-ce que c'est le premier? On ne sait pas encore, il faut aller plus loin. Et puis il y a l'Ardipithèque, son humanité entre guillemets est prouvée par sa bipédie
qui a été définie sur une phalange de pied, sauf que les caractères de cette phalange, on les retrouve chez des bêtes qui ont à peu près 13 millions d'années en Asie. Donc on n'est pas sûr que ce soit vraiment un caractère fonctionnel important. Donc vous voyez, il y a discussion, mais ça c'est normal, c'est la science, c'est le débat, autour de trois bêtes qui sont est-africaines et centrafricaines avec celle-ci. Mais moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est qu'on ne travaille que sur les origines de l'homme. Mais sur les grands singes africains, c'est aussi important. Parce que trouver un grand singe, quand on a cette dichotomie entre l'homme et les grands singes, même si vous ne trouvez pas d'homme, si vous trouvez un grand singe, ça vous apprend quelque chose quand même sur notre lignée également. Et on a eu de la chance parce qu'au Kenya, on a trouvé deux dents. On est très contents. Alors ça vous paraît peu de choses, mais c'est deux dents de forme de gorille fossile, ici comparé avec un australopithèque, donc un homme hominidé fossile ancien, et un gorille actuel. Et la morphologie est très claire, une dent molaire supérieure. Et on a trouvé également des formes ressemblant à des chimpanzés qui vont jusqu'à 12 millions d'années. Alors c'est qu'une dent, mais elle est trouvée en place dans un niveau de 12 millions dans les gisements de Ngorora, dans les niveaux inférieurs de Ngorora. Donc pour l'instant, on en est là. Et puis dans les sous-sols du muséum, on a trouvé il y a quelques années cette petite pièce ici qui ne vous paraît pas grand-chose, mais en fait c'est un chimpanzé fossile qu'on a trouvé dans les collections qui avaient été laissées à Hambourg en 1964 par une compagnie minière, pétrolière, et c'était identifié comme ruminant. Sauf que ce n'est pas du tout un ruminant, on a fait des scanners, on a étudié la pièce, c'est bien un hominoïde, et c'est un hominoïde, pas n'importe lequel, ça ressemble à un chimpanzé moderne. Donc, du coup, on aurait du chimpanzé entre 11,5 et 5,5. Alors, cette date un peu variable, elle s'explique par le fait qu'associée à cette pièce, il y a des faunes dont certaines ne peuvent pas être plus anciennes que 11,5 et que d'autres ne peuvent pas être plus récentes que 5,5. Donc, ça donne une fourchette. Alors, j'essaye depuis 2008 d'aller au Niger. Malheureusement, c'est à la frontière du Mali. Et vous vous rendez bien compte que nos institutions nous mettent des vétos rouges intenses et que pour l'instant, on me met un fil à la patte. Voilà. Et à côté de ça, on connaît d'autres gorilles fossiles en Éthiopie et au Kenya. Et on connaît aussi des orang-outans fossiles qui vont remplir l'histoire des orang-outans en Asie vers 7-8 millions d'années. Donc tout ça, c'est assez cohérent avec des divergences à 10 millions d'années, des choses qui se passent en Afrique avec hommes et grands singes africains, et puis des choses qui vont se passer en Asie, qui vont mener vers les grands singes asiatiques, en l'occurrence les orang-outans. Alors maintenant, parlons des choses qui fâchent. Les gisements à Australopithèque, donc nos plus anciens ancêtres, clairs pour tout le monde, là pour le coup, on les trouve en Afrique orientale et en Afrique australe. En Afrique orientale, c'est du pain béni, parce que le rift a fait basculer des couches, a remonté des sédiments dans lesquels il y a des niveaux de sénérite, de lave, de cendres volcaniques. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut dater très bien l'évolution des grands singes et de l'homme tout au long d'une séquence, et notamment là où on travaille, on a 16 millions, une séquence de 16 millions d'années. Donc c'est fantastique, c'est le bonheur, quoi. Et vous voyez, c'est une des séquences ici, vous voyez, même si vous n'êtes pas géologue, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes, il y a des bandages, il y a des cendres volcaniques, bref, tout ça c'est merveilleux. En Afrique australe, c'est un peu différent. On est dans un système karstique. Donc, ce sont des calcaires ou des dolomites qui ont été perforés par l'eau, par le gel, parce qu'il gèle en Afrique australe aussi. Et ces fissures s'ouvrent, et dans ces fissures tombent des cailloux, des plantes, des animaux qui se fossilisent, meurent, se fossilisent, se compactent et forment ce qu'on appelle une brèche fossilifère. Alors, pour dater, c'est extrêmement complexe parce qu'il faut absolument trouver des faunes adéquates et surtout faire une cartographie très fine des niveaux qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Alors parmi les plus d'abord les plus anciens fossiles, excusez-moi, j'ai voulu rendre hommage aux acteurs de la recherche. Alors j'ai pas mis les plus jeunes, il y en a beaucoup aujourd'hui, et j'ai mis vraiment les précurseurs. D'abord Raymond Dart, avec la première découverte d'un australopithèque, l'adulte qui a été trouvé à Sterkfontein par Robert Broom, et travaillé avec John Robinson plus tard, qui était un anatomiste qui a beaucoup travaillé sur la locomotion des australopithèques.
Francis Thackeray et puis son nom m'échappe, Ron Clark, qui a beaucoup travaillé aussi sur Stamfontaine, je vous en parlais tout à l'heure. Bob Brain nous a quittés il y a quelques mois, c'était un... Oui, monsieur. Ça va aller. Ça va peut-être 5-6 minutes, mais ça va aller. Et puis, la famille Leakey, et bien sûr pour l'Éthiopie, Coppens Johansson à Hambourg et Maurice Tayeb. Alors, les hominidés anciens et les australopithèques, comme vous voyez ici, sont tous trouvés dans le Rift et un peu au Tchad. Alors, au Tchad, le seul qui soit validé par tous, c'est la pièce de Korotoro. On les trouve, alors des espèces très variées, de 5 millions à 4 millions d'années en Afrique de l'Est, l'Ardipithèque en Afrique de l'Est, toujours 4-5-3-2. On va les retrouver vers 4,2, 3,9 millions d'années, 4 millions d'années. Tout ça se connaît, ça s'est rencontré en Afrique orientale. Et ça va continuer avec Lucie, les traces de Laetoli. Donc il y a plein de pièces qui sont datées de 3,5 millions d'années qu'on va retrouver notamment au Tchad avec la pièce de Korotoro ici. Et puis au Kenya, dans le même âge, on aura le Kenyanthrope, et puis une espèce dont on ne sait pas trop quoi faire, il faut bien dire ce qui est, enfin qui existe, c'est l'Australopithecus bouri, le Gari de Bouri en Éthiopie. Enfin, les australopithèques de type robuste, dont les premiers ont été découverts en Afrique orientale. Voici la pièce découverte par Coppens et à Hambourg. On en a découvert un crâne complet ensuite, 2,7, 2,3. Et à peu près à la même époque, on va les retrouver un peu plus tard en Afrique, à la même époque, pardon. On va les trouver dans d'autres pays d'Afrique orientale, puis plus tard, un peu plus tard, en Afrique australe. Pour les formes plus graciles, on a de l'Africanus, je vais parler de l'enfant de Tong écrit Barda, Mrs. Place, qui est une jeune femme, peut-être un jeune os, parce qu'on a des doutes à ce sujet, et puis Ron Clark, qui est son Littlefoot provenant de Stamfontaine, alors qui a été daté jusqu'à 3,8 millions d'années, qui a été un peu rajeuni aujourd'hui. Tout ça, ça vous montre qu'on a des pièces de même âge en Afrique orientale et en Afrique australe. Actuellement, les plus anciennes semblent être est-africaines. Et puis, on a les homos. Alors les homo habilis, on va les trouver principalement pour les plus anciens en Afrique orientale. Et puis, on a les homo ergaster et homo rudolfensis, dont Thomas parlera un petit peu tout à l'heure également. Voilà. Et ces homo anciens, on va les retrouver en Afrique australe. Donc, il y a eu des contacts fréquents entre l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Et puis ici, les dernières découvertes sud-africaines avec le Monaledi, qui est très récent, 250 000 ans au Bas-Prix, j'allais dire, et Malapa avec l'Australopithecus sediba. Donc tout ça, c'est très peuplé, mais c'est toujours entre l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Alors, on connaît un Australopithèque et un homme fossile, un homo, au Malawi. Alors, est-ce qu'il y a une migration d'Afrique orientale vers l'Afrique australe via le Malawi, ou l'inverse? Ou une autre migration. On ne sait pas. Alors, quand on parle d'évolution, les environnements jouent également. Et je me suis penchée depuis quelques années sur les Miombo. Les Miombo, c'est des milieux de forêt sèche où les arbres ont des troncs verticaux. Et les troncs verticaux sont intéressants pour les animaux comme vous qui sont bipèdes, parce que si vous avez un pouce opposable, comme pour les grands singes, c'est gênant pour grimper. Parce que si vous avez un tronc qui fait plus de 6 cm de diamètre, vous ne pouvez pas accrocher, il faut que ce soit plus fin. Or ça, c'était un avantage pour des hommes anciens, en fait. Et ces troncs verticaux, je vous ai mis ici une photo que j'ai prise en Namibie à la frontière de l'Angola, il y a quelques années, où on voit bien ces troncs verticaux. Et en fait, un collègue britannique avait, en 1992, proposé que ces forêts à Miombo étaient des bons milieux ancêtres de l'homme. Et ils auraient pu s'adapter à ces milieux, alors que des milieux où les troncs sont plutôt horizontaux à subhorizontaux, eh bien, on va favoriser plutôt les chimpanzés. Alors les plus anciens Miombo connus, ça va aller, c'est l'avant-dernière. Les plus anciens Miombo connus sont connus en Éthiopie et ont été proposés par Raymond Wolfing dans des niveaux de 10 millions d'années. Ça veut dire que ces Miombo de forêt sèche qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à la Tanzanie, eh bien, ils ont été bien plus au nord dans le passé et ont été probablement des milieux intéressants pour nos origines.
Alors dans l'Afrique australe, je travaille là-bas depuis 1991, oui, 91, je ne dis pas de bêtises, et on a trouvé un singe très ancien. Et les plus anciens qu'on trouve à part celui-ci, c'est en Égypte, en Afrique du Nord et en Asie. Donc on en a un très ancien en Afrique australe. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait pas. Vous voyez, les quelques-uns qu'on connaît en Afrique montrent qu'il y a un grand vide. Donc on bâtit des hypothèses sur beaucoup de vides. Et puis, vers 18 millions d'années, on a trouvé en Afrique du Sud, j'ai eu la chance de trouver cette demi-dent dont je parlais hier dans la galerie, cette demi-dent d'un hominoïde qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît en Afrique de l'Est. Qu'est-ce que sont devenus ces hominoïdes anciens? On ne sait pas. Et dans la Namibie, on a trouvé d'autres hominoïdes, dont le premier que nous avons trouvé il y a 2 ans est un genre connu en Afrique orientale. Donc tout ça, ça montre qu'il se peut qu'il y ait une origine en Afrique australe. Est-ce que ces singes ont bougé, ces hominoïdes ont bougé? Est-ce qu'ils sont restés locaux? Est-ce qu'ils se sont éteints? On ne sait pas, parce qu'on a un grand vide africain. Et voilà justement mon testament, si je peux dire. Je vous ai mis ici sur la carte toutes les choses qui sont les Miocènes supérieurs en Afrique centrale. Ici, vous avez le Miocène inférieur avec les pièces d'Égypte, et puis les pièces sud-africaines. Et vous voyez que dans toutes ces régions, il n'y a quasiment pas de gisement intermédiaire. Alors, il faut fouiller la forêt du Zaïre. Et ça, c'est pas donné pour trouver des sites. Il se peut que dans certains endroits, les sites aient disparu, que les sédiments ne soient pas conservés. Et puis aujourd'hui, on est très limité, très contraint par la géopolitique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je ne ferai pas, que mes jeunes feront. La voie est ouverte. En tout cas, je vous remercie. Et voilà, la dispersion de ces hominidés anciens, ces hominoïdes anciens, est très variable et source de beaucoup de débats, mais c'est ça la science. Et peut-être que dans quelques années, vous saurez plus. Bon, il reste du boulot pour les générations à venir. C'est plutôt positif. C'est tout à fait positif. On ne va pas chômer. Bon, de l'Afrique, nous allons passer à l'Asie, toujours sur les traces des origines de l'homme. Alors, s'il y a des questions, j'ai gardé 10 minutes, un quart d'heure, on verra à la fin. En fonction du temps disponible. Alors, Thomas, c'est nos jeunes professeurs, les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle en paléoanthropologie. Et c'est un spécialiste du peuplement préhistorique de l'Asie du Sud-Est. Et il a effectué en Indonésie de très nombreuses fouilles. Il a été enseignant à l'Université des Philippines et il a dirigé les fouilles du site de Kalinga où on a trouvé les premières représentations humaines de ces régions. Donc je vais laisser la parole à Thomas pour nous faire voyager un peu loin de l'Afrique. Je suis bien triste, mais c'est votre devoir. Merci Brigitte. D'accord, merci. Très bien, merci. Donc, effectivement, nous allons sortir d'Afrique. On va voir comment et dans quelles conditions et à quelle période pour aller petit à petit vers l'Asie et vers l'Asie du Sud-Est insulaire. Alors, comme cette migration est en hommage à Yves Coppens, je vous propose de commencer par l'écouter lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en 1983. Dans le schéma de migration et de filiation qui s'était peu à peu mis en place, on voit désormais où se trouvent les interrogations, les points faibles, les silences. On sait qu'il faut rechercher les pré-chimpanzés pour vérifier le scénario de notre origine. On sait qu'il faut interroger l'Arabie pour connaître l'âge de nos premières sorties. On sait qu'il faut remonter l'horloge moléculaire pour étalonner notre itinéraire. Il n'y a pas si longtemps après tout que l'on a abandonné l'idée d'une origine asiatique et oligocène de notre famille. Alors effectivement, une des espèces clés, le professeur Coppens l'a mentionné, de cette migration vers l'Asie, c'est Homo erectus. Alors, les premières traces humaines que l'on a hors d'Afrique, c'est en Géorgie, ici, aux portes de l'Europe.
Avec cette espèce, longtemps appelée Homo erectus, du nom du pays où elle a été découverte, à la base d'un... On peut du tout se tromper, évidemment. Ça commence, je ne vous donne pas le seul logique. À la base d'un complexe médiéval, en fouillant, les archéologues, donc médiévistes, sont tombés sur des niveaux plus anciens avec un crâne humain qui était un petit peu différent du nôtre. Et en fait, ils sont arrivés dans des niveaux bien plus anciens qui datent d'1,8 million d'années. Alors on l'a longtemps appelé Homo erectus, on l'appelle maintenant Homo erectus, du nom d'une espèce bien connue dans le reste de l'Asie, ici notamment. En Chine, où vous avez un représentant qui date de 700 000 ans dans le site de Zhugudian, qui est une grotte non loin de Pékin, et dont on a participé aux découvertes ici en France, avec notamment le théâtre de Chardin, et ici vous avez la visite d'Henri Breuil avec théâtre de Chardin sur le site de Zhugudian. Vous avez ici Yves Coppens qui écoute religieusement son collègue chinois sur ce même site, qu'il visite lui-même en 1996. Et vous avez ici une carte avec les nombreux Homo erectus que l'on a trouvés en Chine. Alors, 700 000 ans, c'est cette date que l'on a, mais on a des traces plus anciennes de présence humaine sans avoir les restes humains en Chine. Il s'agit d'un site autour de 2 millions d'années où on a simplement ces outils fabriqués par l'homme, on ne sait pas lequel, probablement Homo erectus, puisqu'on a également, il y a 1,8 million d'années en Géorgie, un hominine qui préfigure Homo erectus, voire qui est appelé Homo erectus par certains. On le retrouve dans ces